Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 3 livres. Le premier, il s'agit de La Faucheuse, le tome 3, Le Glas de Neal Shusterman paru chez la collection R de Robert Laffont. J'enchaînerai avec Enchantment of Raven de Margaret Rogerson paru chez Big Bang. Et je terminerai avec Chasse à mort de Dean Koontz paru chez l'Archipoche. Allez, on commence tout de suite avec La Faucheuse de tome 3. J'ai terminé une saga et je suis assez fière puisque celle-ci traîne dans ma palle depuis X temps. Enfin, la saga, hein, pas ce tome 3 puisque je l'ai acheté le mois dernier pour justement terminer une saga. Pour rappel, nous sommes dans un monde où la mort n'existe plus puisque la technologie a fait que les êtres humains vivent indéfiniment grâce à des nanites qu'ils ont dans le corps. Mais bon, pour pallier à la problématique de si tout le monde vit éternellement, comment on fait parce que la planète va ployer sous le poids de tous ces gens qui vivent sur elle, eh bien ils ont créé les faucheurs qui eux sèment la mort, mais la véritable mort, puisque une fois que vous êtes fauché, il n'y a plus de retour en arrière, vous êtes mort et c'est fini. Évidemment c'est un 3e tome, donc je ne vais absolument pas vous parler des événements qui se passent dans ce 3e tome. Sachez simplement que j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'aimais bien découvrir cet univers assez complexe. Le tome 2 a été un enchevêtrement de situations très compliquées, de retournements de situation jusqu'à un final complètement explosif. Et ce tome 3 est beaucoup plus lent dans sa structure. On a plusieurs groupes que l'on suit et finalement tous ces groupes vont se réunir à la fin pour faire un final qui, ma foi, était cohérent, un peu extraordinaire. Mais bon, voilà, écoutez, moi j'ai terminé cette saga, je suis contente de l'avoir terminée, c'est pas un coup de cœur, c'était agréable. Mais bon, c'était pas exceptionnel non plus, simplement, on a un énorme bouleversement à la fin du tome 2 et si vous voulez, ce tome 3 se démarque un petit peu des autres tomes parce qu'il faut faire avec cet énorme bouleversement qu'il y a eu au tome 2 et tout est chamboulé. Vraiment, tous les codes qu'on a appris dans le tome 1 et le tome 2 sont complètement différents dans ce tome 3, donc des personnages qu'on a suivis depuis le premier tome vont changer du tout au tout. Ça peut peut-être dépayser, ça peut peut-être poser problème à certains. Moi ça m'a pas gêné puisque je trouve quand même que c'est dans la continuité. Mais bon, c'est quand même une résolution assez étrange, assez originale, particulière. Mais bon, écoutez, j'ai terminé ces grosses briques et je suis quand même assez contente d'avoir lu cette saga. On continue avec Enchantment of Raven. C'était un roman que j'attendais avec grande impatience puisque j'avais eu un énorme coup de cœur pour Sorcery of Thorns de la même autrice, sachant que celui-ci c'est son premier roman. Donc Sorcery of Thorns est sorti en français pour nous en premier, mais c'est son second. Vous voyez? Et clairement, on sent que c'est un premier roman parce que il souffre de pas mal de problématiques, pas mal de défauts que j'ai relevés et pour moi je suis mitigée sur cette lecture parce que j'en attendais beaucoup trop avec Sorcery of Thorns et c'est une petite déception parce que j'ai pas retrouvé ce que je voulais avec Sorcery of Thorns. On est avec une romance en effet, mais une romance qui prend son temps, qui vient naturellement, qui est belle, qui m'a fait ressentir pas mal de choses. Et là je dois bien avouer que je ne me suis absolument pas attachée au personnage et puis la romance je trouve qu'elle se pose là et finalement elle est pas bien amenée. Voilà, je l'ai pas trouvée agréable à suivre. Dans ce roman nous sommes avec Isobel qui est une artiste peintre de 17 ans. Elle vit dans un village un peu particulier puisqu'il est un petit peu hors du temps. Il est en relation avec les faillis, le monde des faillis, et pas forcément avec le monde des humains, alors que tous ceux qui habitent ce village sont humains. Mais voilà, ils ont une particularité, ils cultivent l'art sous toutes ses formes. Donc Isobel est peintre, mais certains font de la cuisine, c'est considéré comme un art, fabriquent des meubles, fabriquent des vêtements. Voilà, tout ça c'est de l'art et les faillis n'ont aucun accès à l'art puisque s'ils essayent
simplement de cuisiner quelque chose, il tombe en poussière, il meurt. Donc les fays sont très dépendants de l'art de ces humains dans ce village-là, et Isobel est particulièrement renommée pour ses peintures, pour ses portraits, puisqu'elle est portraitiste, jusqu'au jour où elle va faire le portrait du prince de la cour d'automne. Ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, ce prince-là, il vit en retrait, et elle va faire son portrait, et elle a la particularité de donner toujours quelque chose d'humain à ses portraits, et de voir la faille un petit peu des failles, et elle va dessiner la faille du prince. Il va revenir quelques temps après, quelques mois après, il va lui dire qu'elle a fait une erreur en peignant ce portrait, et que ça va avoir de graves conséquences, et Isobel va être emportée dans le monde des failles et va subir pas mal d'épreuves. En soi c'est plutôt original, même si je trouve qu'en ce moment on est inondé de livres sur les failles, je ne sais pas pourquoi, c'est une mode, je ne sais pas. Si vous voulez, j'ai trouvé la construction de ce livre un peu décousue. Alors oui, il y a plein de failles, ça c'est le point positif, on voit le monde des failles, il y a une mythologie autour du failles qui est hyper intéressante, parce que les failles ont des pouvoirs, les failles utilisent ce pouvoir pour changer leur apparence, pour les transformer, pour changer les choses autour d'eux. Ça c'était hyper intéressant, voilà, c'est vraiment un point que j'ai beaucoup aimé, j'aurais voulu qu'il soit exploité à l'infini. Et finalement c'est juste un point de détail, parce que le gros de cette intrigue c'est la romance. Et malheureusement je trouve une romance qui ne m'a pas embarquée du tout, j'ai pas été du tout touchée par Isobel et par ce prince Corneille qui je trouve est trop naïf, qui je trouve pour avoir des milliers d'années est inconséquent. Bizarrement je l'ai trouvé inconséquent, je n'ai pas trouvé qu'il avait une personnalité, un charisme fou, et c'est ce qui m'a manqué je pense. Je me suis pas attachée à Isobel, je me suis pas attachée à Corneille, aux autres, j'ai trouvé l'histoire finalement assez plate, même si je vous dis que la mythologie fae, je trouve qu'elle est hyper bien pensée et hyper originale, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, il y a du point positif, il y a du point négatif, et je suis hyper déçue parce que j'avais vraiment adoré Sorcery of Thorn, et bah là du coup, petite déception. Et on termine avec Chasse à mort. C'est un roman assez particulier de Dean Koontz qui mélange le thriller à suspense et un petit peu de fantastique, presque je dirais de la science-fiction, puisque on est avec Travis qui est un ancien, alors il n'est pas Marines je crois, Delta Force, voilà, c'est un ancien de la Delta Force, de l'US Army, qui se balade en forêt. Je ne vous dirai pas dans quel contexte, pourquoi, dans quel état d'esprit il se balade en forêt, et il trouve un chien. Il va trouver un chien qui fuit quelque chose, qui a l'air paniqué, il l'emmène chez lui à des dizaines de centaines de kilomètres de cette forêt-là. Et il découvre que ce chien est particulièrement intelligent, il commence à presque dialoguer avec ce chien, il voit que le chien le comprend, et il va tout naturellement s'attacher à lui, le nommer, va l'appeler Einstein, et voilà, une relation va se nouer entre eux, et il va découvrir au fur et à mesure de son enquête, hein, pour découvrir qui est ce chien, et de ses discussions avec lui, qu'il s'est évadé d'un laboratoire scientifique qui menait des expériences sur donc ce chien, mais pas que sur lui, sur une autre créature qui s'est elle aussi enfuie de ce laboratoire, qui s'appelle l'autre, et qui n'est pas du tout comme le chien, gentil, intelligent. Il est intelligent, mais surtout il est meurtrier, et il ne veut qu'une chose, c'est tuer le chien et tuer tous ceux qui vont l'empêcher d'accéder à cette tuerie. Bref, c'était très particulier parce que du coup, on est vraiment dans quelque chose de pas classique, hein, vraiment un thriller qui touche les progrès scientifiques, la recherche un petit peu génétique. Alors, je crois que c'est une particularité avec Dean Koontz parce que déjà, dans sa saga avec Jane Locke, on touche un petit peu aussi à tout ce qui est mécanisme cérébral, puce pour contrôler les gens, donc je pense que c'est un petit peu son credo. Je le connais pas suffisamment pour vous dire que c'est une certitude, mais ça se retrouve quand même là-dedans. J'ai passé un bon moment avec ce roman, même si à certains moments je trouvais que ça tournait en rond. Voilà, hein, à force de dialoguer avec le chien, on s'instaure dans une sorte de routine.
Même si on a la course-poursuite avec l'autre qui cherche à tuer le chien, donc qui est sans cesse aux trousses des personnages, et il n'y a pas que l'autre, hein, puisqu'il y a quand même le gouvernement qui cherche à retrouver le chien et qui cherche à retrouver l'autre. Bon bref, voilà, il y a toutes ces petites histoires imbriquées. Je trouvais que par moments, eh ben, ça s'essoufflait. Sinon, à part ça, à part ces petits moments de flottement, j'ai trouvé que l'histoire était sympa, je me suis bien attachée au personnage. Einstein, c'est un chien et bizarrement, à chaque fois qu'il y a des animaux dans des romans, et ben moi je m'attache. J'adore ces boules de poils, je tremble à chaque fois qu'il va leur arriver quelque chose et je suis presque au bord des larmes si il est blessé grièvement. Ce qui ne me fait absolument pas ça pour les personnages humains. Mais bon, ça c'est l'empathie à différents niveaux. Mais je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là parce que, voilà, les animaux en général ça touche beaucoup plus que les humains. Bref, j'ai passé un bon moment parce que c'est quand même haletant du fait de cette poursuite. On est dans la tête de l'autre, on essaye de deviner son prochain mouvement, on voit les abominations qu'il fait sur son passage, mais en même temps, on essaye de comprendre aussi sa psychologie parce que c'est quand même une créature de laboratoire à qui on a expérimenté des choses, donc prisonnier, torturé, donc on se dit il peut que tourner mal forcément. Bref, il y a toute une psychologie autour de ça qui était hyper intéressante. Donc j'ai passé un bon moment, je vais voir pour Dévotion, puisque est sorti en même temps que celui-là en poche, Dévotion chez l'Archipel, qui traite bizarrement d'un chien hyper intelligent qui va aider un petit garçon dans sa quête de savoir pourquoi son père est mort, etc. Donc je pense qu'on est dans une suite directe, donc j'ai hâte de me replonger là-dedans et de voir ce que ça peut donner. Voilà, écoutez, c'en est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous attendez un petit peu pour acheter certains de ces livres, si vous avez terminé la saga La Faucheuse, si vous voulez lire Enchantment of Raven malgré mon avis, mais bon, ça n'engage que moi comme d'habitude. Et si Chasse à mort vous intéresse, dites-moi tout ça en commentaire. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.